Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces journées où on propose de réfléchir sur les alternatives en construction qui nous entourent, qui sont là et qui non seulement résistent, mais qui créent d'autres mondes par rapport à ce slogan qu'on souhaite bien combattre de Tina. C'est-à-dire « There is no alternative » de Margaret Thatcher. Avant de vous présenter les événements, on voudrait faire une petite présentation de comment on conçoit la notion d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Bien. Donc vous avez compris qu'il n'y a pas d'alternative. Mais qu'est-ce qu'une alternative ? À strictement parler, une alternative est une séquence d'alternance. Le dictionnaire dit qu'une alternative, c'est ce qui vient à son tour, ce qui se répète à intervalles plus ou moins réguliers. Donc une alternance. Par exemple, le courant est soit continu, soit alternatif. Ou par exemple, l'amour est soit continu, soit alternatif, etc. En affirmant donc avec Tama, « There are many alternatives », qu'il y a beaucoup d'alternatives, est-ce que l'on voudrait dire qu'il y a beaucoup d'alternance en réponse au Tina, There is no alternative de Margaret Thatcher, qui elle affirme dans cette formule qu'il faut se soumettre à une supposée réalité qui serait unique et contraignante. Eh bien non, en effet, ce n'est pas ce que nous voulons dire. C'est qu'en réalité, ce sens initial de l'expression alternative s'est infléchi sous l'effet de la langue anglaise, qui, elle, utilise le terme pour indiquer non pas une alternance, mais une autre possibilité, laquelle ouvre alors l'opportunité d'un choix. L'anglicisme s'est imposé à l'usage en français, comme vous le savez, aux grandes dames de l'Académie française, au point qu'alternative est venue d'abord à signifier en français la balance entre deux issues, puis ensuite une autre option que celle qui semble s'imposer. Ce qui fait que dans le langage ordinaire, on va parler des alternatives pour dire la gamme des possibilités qui s'offrent à nous et qui semblent être contraires à celle qui nous est imposée. Quand on affirme donc que ces alternatives sont nombreuses, Tama, on entend souligner le fait que le choix ne se réduit pas seulement à deux possibilités, mais que ce deux contient d'autres possibles, innombrables, à l'infini peut-être. Et donc à une situation donnée, il y a toujours une ou plusieurs alternatives, et les situations alternatives sont elles-mêmes innombrables. Car pour le dire avec Shakespeare, rappelez-vous Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Pluralité, voilà le maître mot, si jamais un mot peut être un maître. Donc lorsque Margaret Thatcher dit qu'il n'y a pas d'alternative, elle ne dit pas seulement qu'il n'y a pas d'autre choix, elle signifie concrètement que le néolibéralisme qu'elle promeut est la seule raison du monde, comme disent Dardot et Laval, et qu'il n'y a pas de variante ni d'autre choix, que l'idée de pluralité est inconsistante. Ce qu'on va alors nommer la globalisation à partir des années 80, et qui est un processus économique d'abord et avant tout, livre non seulement le seul mode d'emploi de la production planétaire, de l'allocation des capitaux sous l'effet de la financiarisation de l'économie au mode de distribution et même de consommation, mais aussi, voire surtout, la nouvelle rationalité systémique des sociétés embarquées dans l'inévitable mouvement de la croissance. Tina implique donc que ou vous raisonnez Tina, ou c'est que vous ne raisonnez pas, ou que vous n'êtes ni rationnel ni raisonnable. Le rationalisme, c'est Tina, voilà ce qu'avance Madame Thatcher. Conjointement, être rationaliste, bien sûr, c'est être réaliste. Le réalisme, c'est Tina, voilà ce qu'elle ajoute. Tina est donc le mot d'ordre d'un prétendu réalisme rationnel ou d'un supposé rationalisme réaliste. La formule signe la victoire caricaturale de Hegel, mais vue depuis le 10 Downing Street, tout le réel est rationnel, tout le rationnel est réel. Mais si une formule signe, on peut aussi se dire que ça implique qu'elle soit signée. Il y a un auteur, il y a une autorité, et sa force réside dans le fait d'avoir su créer un mouvement, le réalisme, qui, pourrait-on dire, est aussi, à côté du naturalisme, du surréalisme ou de l'impressionnisme, avant tout un genre littéraire.
c'est-à-dire une manière de produire du récit et d'organiser des fictions. Mais le pas de plus du TINA ne réside pas seulement dans la création du genre néo-réaliste, mais dans l'élaboration d'un nouveau grand récit. Surprenant pour nous, les post-modernes qui pensent en avoir fini, des grands récits. Ce grand récit du TINA, lui, en tant que tel, précisément annule les fictions. Contre la pluralité des modes d'inscription singuliers et collectifs, c'est-à-dire ce qu'on nomme fiction, le récit unique nous dit que la seule manière pour s'inscrire dans le monde et de ne pas y sombrer ni d'y disparaître, c'est de suivre la voie unique, puisque de toute manière, il n'y a pas d'autre voie et que les voies alternatives ont montré leurs impuissances et leurs échecs. On sait comment Tina est venue, après chacun de nos mouvements récents, dire qu'au final, il ne s'est rien passé et que tout ça était un jeu naïf de créateurs de fiction idéalistes. Toutes nos tentatives n'inscrivent rien, elles n'ouvriraient aucun futur et elles ne produiraient que des fictions, au sens cette fois non pas d'une inscription collective et singulière, mais d'un grand conte et d'une grande fable illusoire. Mieux vaut la force du récit. Tina est ainsi une opération d'emprise sur la pensée, une OPA de la raison, l'arme logique de la colonisation des esprits et des corps, l'instrument intellectuel de soumission des mondes et de domination de la planète. Une seule manière de penser, un seul mode de raisonnement, une seule logique d'appréhension des situations, un seul impératif d'action, un unique système d'initiative. Tina est en quelque sorte l'arche originaire de la domination globalitaire qui caractérise le XXIe siècle et renvoie les dominations totalitaires du XXe siècle au sinistre souvenir d'un monde révolu. Or, des alternatives, il y en a toujours, et surtout dans les déploiements de la raison, lorsque celle-ci s'affronte avec sérieux aux problèmes que soulèvent les différentes organisations de la vie collective. La première chose est donc de reconnaître et de poser qu'il y a de multiples alternatives, et donc de prendre son départ à rebours de la prémisse initiale de la logique néolibérale. Cette prémisse, que dit-elle ? Elle subordonne l'ensemble des activités humaines au principe de rentabilité, lui-même ordonné à la maximisation du profit. Elle procède à une rationalisation contre-effective des conduites humaines en les soumettant au culte imaginaire de l'intérêt. Elle transforme les différentes strates de la puissance publique et du service public en service de l'entreprise privée. Et elle fait de l'État une instance policière, servile, chargée de garantir la concurrence libre et non faussée en renforçant la coercition et la répression à l'égard des populations non désirables ou rétives. Eh bien, cette prémisse n'est pas nécessaire. Cette prémisse n'est pas contraignante, parce qu'elle n'est ni raisonnable ni réaliste. En bien des situations, elle se révèle au contraire contre-productive, sinon néfaste ou dangereuse. Presque à chaque fois, la logique d'optimisation des rendements s'avère destructrice des ressources mondaines, des capacités humaines, des liens sociaux, productrice d'inégalités insupportables et injustifiables quand elle ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales. Cette logique est littéralement immonde. Elle ne produit que des rentes pour les uns, des dettes pour les autres et des immondices pour tous. C'est pourquoi nous opposons à la globalisation planétaire, régie par le TINA, une mondialisation des expériences vécues sur des modes alternatifs, qui est un processus permanent de différenciation incessante du monde selon les cultures particulières qui s'inventent ici et là en continu. TINA, c'est une globalisation planétaire sous le signe de l'un. TAMA, c'est une mondialisation de cultures singulières sous le signe de la pluralité. Des sociologues et des philosophes ont pu, dans les années 1960, dénoncer l'unidimensionnalisation de l'humain, Marcuse, l'aliénation du monde, Arendt, et la colonisation des mondes vécus, Habermas. Ce qu'ils diagnostiquaient comme une tendance est devenu un ordre global supposément indiscutable. Ce devenir n'est pas vrai. Il n'est pas encore effectif. Nous devons le clamer. Il nous faut d'une part reprendre la démarche critique à l'égard de la rationalisation imaginaire du monde global. C'est entre autres, mais pas uniquement, le travail des sciences sociales et de la philosophie politique critique.
Il nous faut d'autre part nous mettre à l'écoute des innombrables expériences alternatives qui sont aussi bien d'autres expériences que les expériences des autres. Expériences et autres qui prouvent que des alternatives existent, qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont non seulement respectueuses des attentes humaines et sociales envers les modes de vie collectifs, mais plus encore, qu'elles sont émancipatrices et propices à des formes de subjectivation inédites et affranchies. Bref, il nous faut apprendre à nous départir de cet immense réservoir de bêtises et de clichés que l'on nomme ordinairement science ou rationalité, véritable asile de l'ignorance, comme disait Spinoza, de Dieu, et qui n'est que l'expression redondante de cette religion du Tina. Pardon. Apprendre donc à se rendre attentif aux essais, à se rendre disponible aux tentatives et aux inventions, à se laisser guider par d'improbables expérimentations où s'éprouve une pensée libre, une créativité libératrice, une socialité retrouvée. Mais l'idée même d'alternative ne recèle-t-elle pas quelques pièges qu'il faut aussi apprendre à déjouer ? Probablement. Toute alternative se règle en effet sur ce dont elle est l'alternative. De sorte qu'une conduite qui se présente comme une alternative à une ligne imposée finit par consacrer ce contre quoi elle s'élève. Tout pouvoir, disait Foucault, suscite une résistance. Mais toute résistance, pourrait-on ajouter, renforce le pouvoir auquel elle résiste en lui donnant, pour raison d'exister, la résistance qu'on juge nécessaire de lui opposer. Je vous laisse méditer cette phrase. Aussi, la question n'est-elle pas pour nous d'invoquer des écarts concevables ou praticables relativement à une ligne directrice ? Il est de se défaire de cette norme explicite ou implicite et d'engager la recherche vers des horizons pluriels, improbables, inattendus, joyeux ou suspects, sans préjugés ni ligne directrice. Qu'il y ait de multiples alternatives, cela signifie que la pluralité des possibles est la seule règle que nous pouvons nous donner et que rien n'ordonne ou ne règle cette pluralité a priori. Libérons la pensée des doctrines, libérons les expérimentations des a priori, libérons nos regards de tout préjugé. Sachons nous faire oreille, œil, narine, papille ou peau. Cette disposition ouverte à la nouveauté et curieuse de ses bienfaits, on peut l'appeler utopie. Nous la nommons entre nous aussi démocratie radicale. Elle a pour principe de ne pas avoir d'autre principe que l'égalité des intelligences, la liberté des commencements, l'accueil des altérités, et une implacable sévérité envers les savants, les dogmatiques, les scolastiques et autres esclaves de l'establishment. Tel est l'état d'esprit de celles et ceux qui composent l'archipel des devenirs. Les 3 journées de rencontres autour de Tama sont autant de perspectives tentées, de tâtonnements nullement autorisés mais explorateurs. Elles visent à donner la parole à la fois aux réflexions et aux expérimentations sur des thèmes et des situations, parmi d'autres, sans prétention à l'exhaustivité ou à la théorisation dogmatique, sans souci des cloisonnements disciplinaires ni révérence aux hiérarchies institutionnelles. Ces 3 journées sont des espaces de liberté taillés au sein de l'université, avec elle et contre elle, où se discuteront autant de manières de fabriquer la politique dans les pensées et dans les gestes. Nullement dupes de l'alternativisme, nous ne sommes pas non plus doctrinaires des désordres. Qu'il nous suffise d'avoir donné la parole, d'avoir donné à voir et à entendre, d'avoir suscité discussions et controverses, d'avoir créé une scène d'échange où la pluralité des possibles rencontre la pluralité des doutes et explore d'autres postures que celles auxquelles la pensée savante, serve de la pensée rentable, voudrait nous restreindre. On parlera des manières d'utiliser les médias, de l'accueil des étrangers, des inventions politiques rétives aux manières de la démocratie parlementaire et gouvernementale, des possibilités de faire monde opposées à la nécessité de faire immonde, des performances de la liberté et des économies rebelles. On fera la fête, parce que la fête est l'accomplissement de la pensée. On s'efforcera de chercher, au lieu d'exposer les trouvailles controuvées que les agences de recherche nous forcent de retrouver. On rêve ainsi que l'université puisse redevenir une cité du monde et commence maintenant une ère de liberté et un temps d'expérimentation. Ces 3 journées sont organisées donc par nous. Nous sommes un collectif qui a travaillé sur l'utopie depuis 2012. Nous appelons
nous avons des noms propres, mais ensemble, nous nous appelons Archipel de Devenir. Nous avons organisé ces 3 journées en collaboration avec Service Culture à Paris 7. Heureusement que vous êtes là. Vous nous avez beaucoup aidé. Et aussi avec la Fabrique de Politique. On vous invite à utiliser sur Twitter le hashtag UtopiTama, donc Utopie en pluriel, pour qu'on puisse constituer des traces de cet événement, commenter, dire ce que les choses vous évoquent, et communiquer. Comme ça, on affaiblit aussi, disons, le fossé entre la scène et le public. On va quand même essayer de travailler pas mal sur ça. Et donc on va vous faire une petite présentation des événements du Festival Colloque. On va avoir un théâtre, une expo, la projection d'un documentaire, une performance de danse, une performance sur l'afrofuturisme. Et le vendredi, on va aussi y avoir une fête. Donc on va vous présenter ça au fur et à mesure. D'abord, je laisse la parole à Benjamin pour... Bonjour. Avec Camille de Compost, historiquement, il y a les fabriques du commun qui étaient organisées, qui consistaient à faire des débats à nombreux, où le débat... qui consiste à faire des débats à plein, mais un débat à plein on peut pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites tables et puis on écoute ce qui se dit aux tables et on leur projette ce qui se dit, comme ça les autres tables peuvent se voir et le débat s'émule comme ça à 50, à 60. Et donc on a choisi de réactiver ce dispositif de création de la mémoire en temps réel. Et donc sur les côtés, vous verrez au fur et à mesure des photos, des petites citations de ce qui se dit, pour essayer un peu de sortir la quintessence et d'écrire un peu l'histoire de ce qui va se dire pendant ces 3 jours. Et on les retrouvera aussi comme ça sur les réseaux sociaux, en plus de la vidéo qu'on aura en ligne plus tard. Et donc voilà, en même temps qu'on parle de l'histoire de Tina et de Tama, on écrira un peu l'histoire de toutes ces alternatives qui vont être à l'œuvre et qui vont nous être décrites pendant ces 3 jours. Donc voilà, vous retrouverez ça ici. Et notamment, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux via Twitter ou Facebook avec UtopiTama, on pourra éventuellement compléter aussi ce qui s'entend ici avec vos idées ou vos suggestions. Voilà, donc c'est un petit dispositif qu'on met en place pour ces 3 jours. Je vous remercie. Merci. Chefte, tu veux enchaîner Je suis heureux de participer à cet événement d'autant que dans le cadre de ce colloque festival, je présente une installation qui s'appelle The Name of Sunra. Sunra qui est un artiste africain-américain qui a participé énormément à l'avant-garde de jazz, de l'esthétique bop, bebop et du free jazz, mais qui a beaucoup participé dans de ce que j'appelle des fictions spéculatives. Donc j'ai travaillé cela il y a 2 ans avec un esthéticien qui a archivé ou collectionné l'ensemble des vinyles de Sunra que moi j'ai eu à photographier, et l'occasion était très intéressante pour moi de donner vie à ce travail entamé il y a 2 ans. Donc cette installation, vous pouvez le voir dès aujourd'hui à partir de midi. Donc on va l'activer ensemble dans le cadre de ce colloque festival. Sinon, par rapport avec mes problématiques personnelles en termes dans ma pratique artistique, dans le cadre de ce colloque, ce qui m'a intéressé à partager comme doute, c'est plutôt l'enthousiasme qu'il y a eu depuis 2000 sur la figure du chercheur, de l'artiste comme chercheur, c'est-à-dire ou du moins de l'artiste qui s'intéresse au monde de la recherche. Et dans ce cas, par exemple, lors de la 13e édition de la Documenta en 2012, la directrice artistique de cet événement, pour la nommer Caroline Christophe Barkakiev, elle a déclaré ce propos-là que je cite. À la recherche artistique et aux formes d'imagination qui explorent l'engagement,
la matière, les objets, l'incarnation et la vie active, et qui se formule en lien étroit avec la théorie et les clôtures épistémologiques, mais sans y être subordonné. Et depuis, il y a eu plein d'ouvrages, d'articles qui n'arrêtent pas d'essayer de comprendre les rapports entre art et recherche. Donc si d'une part, d'un point de vue institutionnel, il y a cette déclaration qui peut légitimer une telle pratique, moi je m'intéresserais à regarder quelle potentialité émancipatrice que cette figure peut apporter, dans le sens où cette figure peut travailler les savoirs dits assujettis, c'est-à-dire les savoirs qui n'ont pas une grande visibilité au sein de l'institution universitaire. Donc moi, c'est à partir de ça que j'essaie de travailler ma pratique, et c'est pour ça que j'essaie de trouver mes ancrages théoriques à partir des esthétiques dites décoloniales, ou bien des esthétiques en lien avec des chercheurs qui travaillent la question postcoloniale, et d'intégrer des thématiques, des sujets qui puissent sortir de ces pratiques-là, mais en même temps essayer de dialoguer avec le monde de la recherche qui est un peu réticent à intégrer des départements pareils au sein de l'université. Donc ce qui fait que c'est un travail qui est à cheval entre les frontières de l'institution universitaire et en même temps dans le champ plastique. Donc je vous invite à regarder ça, à participer, à l'activer avec moi à partir de midi. Et dans le cadre de ces réflexions, j'ai travaillé aussi avec un collectif d'artistes et des gens aussi qui sont intéressés avec ce qui se passe à l'université en termes de théorie, qui vont présenter vendredi à partir de 14h15 un panel sur l'afrofuturisme, c'est-à-dire un ensemble de discours, de pratiques qui s'intéressent aux pratiques artistiques d'artistes qui se revendiquent en tant que tels. Et ils ont eu à faire un numéro qui s'appelle Afrofuturiste. C'est la revue Africada qui ont eu à faire un numéro où ils ont retracé un ensemble de pratiques artistiques qui ont questionné cette thématique-là. Donc vous aurez la possibilité d'avoir deux d'entre eux qui vont présenter ce numéro paru en 2013, et en même temps ils vont aussi proposer un acte éditorial live de ce numéro-là, accompagné d'un artiste qui s'appelle Michel-Ange Kek, que j'ai travaillé avec lui aussi, qui s'intéresse maintenant à l'afrofuturisme initiatique. Il me reste 2 minutes, c'est pas mal. Donc dans le cadre de ces raisonnements aussi, j'ai eu à travailler aussi avec des centres d'art et de recherche, c'est-à-dire des institutions qui s'intéressent à la fois aux pratiques artistiques et de recherche, notamment la galerie Béton Salon qui est juste à côté de Paris 7, que demain, normalement, on pourra voir une exposition qu'ils ont proposée, qui s'appelle Candice, l'artiste c'est Candice Ling, et qui s'appelle Hard White Body, qui a eu une conversation entre Jeanne Barret et James Baldwin, la chambre de Giovanni. Donc ça aussi, dans le cadre de ce colloque festival, on pourra demain, à partir de 13h15, je crois, si je ne me trompe pas, 13h, visiter cette exposition et dialoguer avec les commissaires d'exposition. Et pour finir, je lis ces questionnements-là que je vous soumets dans le cadre de ces différentes réflexions, et dire que si l'implication des artistes et des institutions artistiques et d'un certain nombre d'acteurs du monde de l'art esquisse un nouveau réseau d'émergence, de validation et de transmission de savoir, c'est à questionner. Est-ce que l'art a une potentialité à produire du savoir, et en quels termes? Et comment la production d'une transmission performative du savoir réarticule la question de l'adresse au public, c'est-à-dire je vais pas développer. Donc, les mutations aussi de cette figure, c'est-à-dire l'artiste-chercheur en artiste en ethnographe, en artiste en historien, artiste en géographe, est-ce que tout ça participe à une meilleure compréhension des potentialités émancipatrices des rapports entre art et recherche? Donc, c'est un peu l'ensemble de ces raisonnements-là que j'aimerais soumettre avec mes collègues, avec vous, le cadre de ce colloque festival. Merci. Super. Je précise juste que donc on se rende pour ce midi à l'expo aux Halles des Grands Moulins
qui est juste à côté, où il y aura aussi un buffet à disposition. Et, où tu vas nous... Ouais. Très bien. Et donc, si on continue dans le programme, vous verrez que ce soir, il y aura un théâtre, le théâtre des exils. Je te laisse le soin de présenter, Étienne. J'en dis un mot. Vous savez que, en partenariat avec le service culture, nous ouvrons en fin de journée les activités que nous avons dans le cadre du colloque festival à des interventions qui accueillent un très grand public. Et ce soir, la séance à 18h, de 18h à 19h30, sera consacrée à une pièce de théâtre dont nous ferons la lecture, enfin pas nous, mais des comédiens et des comédiennes vont venir ici et en faire une lecture qui ne sera pas évidemment une mise en scène, mais qui sera un travail d'élaboration de la mise en scène. La pièce s'intitule « Tout se joue à l'audience » et elle prend pour objet une audience de la part d'exilés, de migrants, auprès de la CNDA qui viennent faire des demandes de droit d'asile. Et donc, nous allons avoir une confrontation entre ces migrants et le personnel qui, au fond, est investi de la mission d'accorder ou pas le droit d'asile. Cette pièce a été écrite par une personne collective qui se nomme Maren Saxit, qui est le pseudonyme de deux auteurs, l'une dont le nom est dissible, qui est Marie-Caroline Salio-Yadzimirski, qui est une de nos collègues, anthropologue et psychologue à l'INALCO, et l'autre qui est quelqu'un d'impliqué dans le fonctionnement de ces centres de demande d'asile et qui donc par conséquent conserve l'anonymat. L'ensemble des comédiens et de la présentation qui sera faite ce soir est organisée, mise en scène par Aurélie Ruby, qui dirige une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Pas Suivant, laquelle travaille avec des exilés et des migrants. Et puis demain soir, nous avons une projection dont Manuel va vous parler. Oui, donc quelques mots à propos de cette projection qui aura lieu demain, effectivement, à 17h45. Révolution islandaise. Alors, Révolution islandaise au pluriel, c'est important. Qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire assez court, une demi-heure environ, qui revient sur ce qui s'est passé en Islande. Alors, ça prend pour point de départ la crise économique qui a frappé à peu près tous les pays européens en 2008, qui a eu des déclinaisons un peu différentes d'un pays à l'autre et qui en Islande, comme d'ailleurs dans d'autres pays, a eu des répercussions politiques importantes. Voilà, c'était pas simplement une crise économique, une crise sociale, c'est aussi une crise qui a touché un certain nombre de dirigeants du pays, soit parce qu'ils ont fait preuve d'une incompétence notable, soit davantage encore parce qu'ils ont fait preuve de complicité, ont été pris pour des faits de corruption ou d'exil fiscal, etc. Mais si vous voulez, le film raconte pas tout ça. Il prend cette crise politique et économique comme point de départ. Et il explore ce qui s'est fait dans les années suivantes, notamment l'émergence de nouveaux partis politiques du type le Parti Pirate, très investi sur des questions de protection de la vie privée, de liberté individuelle, mais aussi un autre parti dont on a peut-être moins entendu parler, le meilleur parti, voilà, donc c'est très modeste. Bon, en même temps, c'est un parti qui a été créé par des humoristes et d'ailleurs qui a conduit l'un d'entre eux à la mairie, à prendre la mairie et à diriger la mairie de Reykjavik pendant 4 ans. Et donc voilà, il y a eu des expérimentations de ce type qui sont racontées très simplement avec des rencontres avec les acteurs, disons de tout ça. C'est l'Islande, pour ceux qui ont suivi. Alors moi, je parle. Peut-être que certains connaissent bien le pays ici. Moi, je le connaissais pas beaucoup jusqu'à l'an dernier et l'Euro de football. Voilà, c'est mon péché mignon. J'ai eu l'occasion de découvrir que c'était un petit pays dans lequel en fait tout le monde se connaît ou tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est vraiment assez familial. Et donc les réalisateurs
du documentaire, Johan Okant, qui est politiste, chercheur à l'ESS, et puis son cousin Niels Okant, lui qui est vraiment dans les métiers de l'image, sont allés là-bas et puis ont eu l'occasion de rencontrer un petit peu toutes ces personnes, de les filmer dans différents contextes, et nous raconte tout ça. Demain sera là Johan Okant pour, à la fin de la projection, discuter avec nous de ce qui s'est fait en Islande. Donc on va pas vous présenter tout le programme, on voulait se concentrer vraiment sur les événements, donc on a encore juste 2 choses à dire. Donc moi je voulais vous parler d'une proposition qui aura lieu vendredi, puisque là on parle beaucoup, et vous avez vu, comme l'a rappelé Jephté, qu'on parle à l'articulation des langages plus théoriques, des langages artistiques, mais on essaie aussi d'explorer d'autres langages, dont des langages qui n'ont pas forcément de parole. Et c'est quelque chose qui nous importe aussi d'un point de vue politique, puisqu'aujourd'hui, dans des situations où on accueille des personnes qui parlent des langues différentes, la question de quelle langue on se parle est aussi une véritable problématique. Donc il y a des langues qui s'inventent d'ailleurs. En ce moment, à Calais, il y a un langage qui s'invente à l'articulation de langues maternelles, un peu d'anglais, un peu de français, et en fait beaucoup de gestes. Et c'est précisément sur un dialogue entre parole qui devient chant et corps qui devient geste et qui devient danse qu'on accueillera une performance proposée par nos 2 amis de Colombie, donc Gina Colasos et Zaris Falcón, qu'on remercie. Lo siento que hablamos tanto en francés, pero vamos a quizás también usar eso para hacer algunas traducciones. Donc elles présenteront quelque chose vendredi qui est plus une expérimentation à partager avec vous, mais qui en tout cas essaie de questionner ce déplacement des manières de se parler et des frontières qu'il y a entre les corps, entre les places, entre les fonctions données à ces places, de qui parle, qui agit, qui bouge, et essayer de remettre ces dimensions-là en circulation dans un dispositif plutôt participatif, mais on le découvrira vendredi. Muchas gracias. Je voulais juste indiquer ceci. Dans ce colloque, nous avons décidé de vous inviter à déjeuner tous les jours, tout le monde. Mais d'une manière un peu particulière, puisque la cuisine est préparée par ce qui s'appelle la Belgium Kitchen. La Belgium Kitchen, c'est une institution qui s'est construite à l'intérieur de la jungle de Calais entre 2015 et fin 2016. Par un certain nombre de migrants et d'exilés qui ont pris l'initiative d'assurer la restauration du plus grand nombre de migrants possible, et en règle générale, ils arrivaient à fournir entre 600 et 700 repas par jour, tous les midis, en cuisinant de manière un peu sauvage, etc. Bon. Eh bien, la Belgium Kitchen nous rejoint pendant ces 3 journées-là et va assurer notre restauration en nous faisant manger, et je vous invite à participer à ces repas, ce qu'ils faisaient à manger dans la jungle de Calais. Cette initiative a été rendue possible grâce à une de nos anciennes étudiantes et qui est une militante qui a beaucoup séjourné à Calais, Myriam Bovy. Et tout à l'heure, au moment de ce repas qui aura lieu donc dans le hall des Grands Moulins, là où l'exposition Sonnera se tient, après le vernissage de cette exposition, un des membres de cette Belgium Kitchen prendra la parole pour indiquer le sens de leur engagement, on va dire ça comme ça. Moi, je vais vous parler de la fête qui aura lieu vendredi soir au Pavillon des Canaux. Vous avez peut-être pris le petit flyer. Donc on aura déjà 3 DJ de renom qui vont nous faire danser jusqu'à 2h du matin. On va avoir une lecture du manifeste utopique de l'archipel des devenirs qui s'est essayé pour la première fois à lâcher le ton des chercheurs pour un ton un peu plus joyeux pour le coup. Et donc c'est l'abécédaire de l'archipel. Il y aura un atelier de sérigraphie en live par un collectif qui s'appelle La Rage, qui va faire un visuel spécialement pour Tama. Et La Rage, c'est un collectif qui a récupéré plein d'affiches féministes à travers le monde et qui les sérigraphie et qui les expose. Donc c'est un très beau projet. Et il y aura aussi une espèce de petite exposition par moi-même de détournement du space opéra, qui est un des plus grands, des genres les plus connus de la science-fiction. C'est les vaisseaux spatiaux, les monstres et les mutants des planètes lointaines, et qui est un peu en réponse... qui pourrait dialoguer avec l'exposition de
de GFT. Et voilà, je vous invite à venir aussi vendredi soir fêter avec nous les alternatives. Au pavillon des Canaux. Sur le quai de la Loire, c'est ça. Quai de la Loire. Et aussi, il y a des DJ qui vont venir. Il y a 3 DJ. J'ai dit 3 DJ de renom, je l'ai dit en premier. Ah ouais. T'écoutes pas. Bah si, de temps en temps. Bah j'avais écouté le reste.